formation d'un homme vertueux. Quelques faits qui motivent l'urgence d'aller à cet apprentissage-là. Oui, aller à l'apprentissage de l'homme vertueux, je crois que c'est... Il faut d'abord l'exemplarité et le discours. C'est surtout ça, le respect. Le respect, parce que le respect, c'est quoi même? Sentiment de considération envers quelqu'un. Respect donc de la parole, ça fait appel au respect donc de la parole, qui dit donc s'engager. Et lorsqu'on prend un engagement, je crois qu'on le respecte. Mais ce n'est pas ce qu'on fait, ce qu'on voit. Il faut vraiment, il a parlé donc d'éducation civique, et la morale doit encore faire jour dans nos établissements, dans la famille. Déjà dans la famille, les valeurs s'apprennent de façon innée, si je peux parler ainsi. Donc il faudrait quand même qu'on ait quand même, disons, un respect donc à ces valeurs-là, pour savoir donc que pour vraiment changer les mentalités, il faut que nos valeurs soient vraiment promues. Mais ça devient une tâche trop immense dans un contexte où le constat est pratiquement généralisé. On prend que par quel bout finalement? Comme il a dit, c'est l'éducation. L'éducation n'est pas que formelle, l'éducation n'est pas qu'à l'université, n'est pas que dans les écoles primaires, etc. Ça commence à la maison. Je crois que père et mère de famille doivent reprendre, récupérer leurs responsabilités. Je pense que nous avons trop abandonné cette tâche et que nos enfants se retrouvent dans la rue, le cellulaire, le portable dans la main. Bien sûr, nous sommes à l'ère de TIC, technologie d'information et communication. On en a besoin et ça doit pouvoir servir. C'est comme les fusils, n'est-ce pas? Les fusils n'étaient pas inventés pour abattre des humains, mais plutôt pour se protéger contre tout danger. Mais les hommes ne devaient pas être des loups pour des hommes. Mais les cellulaires, nous les utilisons, nos enfants les utilisent à d'autres fins. Donc ça doit commencer par la maison. La maison, n'est-ce pas, est en collaboration étroite avec l'école. Sinon, si la maison n'est pas en collaboration directe avec l'école, c'est la rue qui récupère. Et lorsque la rue récupère, ça va beaucoup plus vite. Cet incendie, ça brûle tout. Et nous ne voulons pas en arriver là. Et je dis toujours que nous devons être modèles. Le père et la mère doivent être des modèles. Les enseignants doivent être des modèles. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si nous devons aborder cela. Allons-y, allons-y. Dans nos écoles, nos enseignants ne sont plus des modèles. Il y a un collègue qui disait tantôt sur une autre émission que les enfants ne savent pas parler le français. Mais si les enseignants ne parlent pas bien le français, qu'en dira-t-on, n'est-ce pas, des élèves? C'est un problème. Et je ne peux pas tout de suite me mettre à juger ou à condamner. C'est encore une affaire d'éducation, c'est-à-dire de formation cette fois-ci. Il faut former. On ne forme pas une fois pour de bon. La formation est continue. Et je vais enlever ça de la tête. Je vais essayer d'enlever ça de la tête de tout le monde, que ce n'est pas toujours l'État. Si tu es enseignant, mais moi je me dis toujours, lorsque je cesserai d'apprendre, je dois cesser d'enseigner. Et ça veut dire quoi? Vous mettez à l'école de votre temps. Et vous vous adaptez. Vous adaptez non seulement à la culture, au programme, au monde entier, parce qu'on est à l'ère de la globalisation. Vous devez regarder le Nigeria, vous devez regarder le Togo, vous devez vous dire où va le monde. Encore faudrait-il que notre nation ait une boussole, un objectif sur le plan donc national. Et si cela arrivait un jour, les gouvernements, aussi perlés soient-ils, quel que soit le nombre de mandats, pourraient se mettre, n'est-ce pas, dans la trajectoire et avancer progressivement vers cet objectif que la nation, le Bénin, s'est fixé. C'est fondamental. Aux États-Unis, en Europe, un peu partout, chaque nation a un objectif de façon globale. Les États-Unis se fixent comme objectif ce qu'on appelle le rêve américain. Le rêve américain où tout Américain, toute race, toute ethnie confondue, a la possibilité, n'est-ce pas, de devenir ce qu'il veut être. Il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Parce que les textes sont clairs, la protection est garantie de toute façon institutionnelle. Et je suis heureux que le président Talon parle des réformes politiques et institutionnelles. Ces réformes sont faites, mais ces réformes et toutes les lois doivent être appliquées par des hommes. Donc on revient encore à la question de l'homme. L'homme est au centre de tout. Nous parlons de l'éducation,
parlons aussi de la diplomatie. Nous devons vraiment bien représenter notre pays et être fiers. Oui, mais dans tout ça, Cyriaque Rodicon, il s'agit quand même d'une volonté déjà manifeste. Ça ne manque pas, mais c'est à travers les aides, les actes, les agissements qu'on a l'impression que ça ne va pas. Et ça à tous les niveaux. Oui, c'est à tous les niveaux et je crois que mon collègue a parlé de formation tout à l'heure. La formation est capitale. C'est la formation qui pousse l'agent à savoir que la norme qu'on lui a confiée, qui doit être respectée, la règle établie, qu'il doit respecter, c'est la formation qui l'amène à respecter cette règle, ou bien c'est autre problème qui se pose à son niveau. Ça, c'est le sociologue qui parle. Hein. D'abord, lorsqu'on est dans une société, il y a forcément des normes. Des normes que tout individu doit respecter. Si vous êtes de cette société-là, vous devez respecter les normes. Et lorsque la formation, disons, met encore un point d'honneur sur ces normes-là, c'est pour dire que les normes sont fondamentales et qu'on ne peut que les respecter. Et mon collègue a parlé de réformes, d'application, la mise en œuvre de ces réformes-là se fera donc par des hommes. Alors, lorsque ces hommes-là ne sont pas bien formés il y a problème. Donc c'est pourquoi le problème donc de la formation est capital pour une bonne gestion d'une société, une bonne gestion d'une nation. Et cela est vraiment très important. Et parlant également donc de l'application donc des réformes, je crois que lorsque les réformes sont faites, réformes institutionnelles, réformes politiques, et que ce qui doit accompagner, pour l'avoir dit, n'accompagne pas, je crois qu'il y a toujours problème. Ces réformes ne peuvent pas être mises en œuvre telles qu'elles ont été voulues et consignées donc quelque part donc pour la pratique. Et je crois. Oui, M. Fabouvi. Nous, Béninois, nous mettons toujours les moyens au premier plan. Et c'est ça qui nous freine. Vous connaissez l'histoire des Japonais. S'ils devaient mettre les moyens au premier plan, leur richesse au premier plan, ils ne seraient pas puissance mondiale. Je crois que, tantôt tu parlais de la volonté hier. La volonté ne suffit pas. En réalité, il faut appeler ça la mauvaise volonté. Beaucoup ont la mauvaise volonté. Ou alors, ils sont fake, comme on le dit en anglais. C'est faux. C'est quelque chose que l'on miroite. C'est pas réel. Sinon, en sciences de la communication, Joël, vous vous en doutez, lorsqu'on pense à quelque chose, lorsqu'on veut quelque chose, on pense à cela très souvent, de façon répétée. Qu'est-ce qui se passe? Vos idées influencent votre attitude. Et votre attitude, ça veut dire quoi? Elle peut être positive ou négative. Donc les attitudes, au fait, c'est ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et à partir de cette attitude que vous formez, vous avez une influence, une répercussion immédiate sur votre comportement. Donc des idées à l'attitude, de l'attitude au comportement. Donc si les gens avaient une volonté manifeste, ça devait influencer, n'est-ce pas, leur attitude. De bonnes idées devaient entraîner de bonnes des attitudes. Et de bonnes attitudes, n'est-ce pas, pourraient entraîner de bons comportements. Et c'est là qu'intervient le moyen, où interviennent les moyens. Sinon, on met les moyens à votre disposition, vous n'avez pas de bonnes idées, vous n'avez pas de bonnes attitudes, vous aurez de mauvais comportements, et d'où donc mauvais usage de ce qu'on met à votre disposition. On peut donner des milliards, on peut payer des milliards par an, par exemple, aux enseignants. La qualité de l'enseignement ne va pas changer. Parce que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas seulement cela. Il est vrai, psychologiquement, on peut dire, ça motive. Mais la motivation n'est que matérielle. Il y a quelque chose qui doit rentrer dans notre cœur. Ça doit quitter la tête, ça doit rentrer dans notre cœur. Et nous devons savoir que ce que nous faisons, le service que nous rendons, c'est pour notre nation, parce que nous sommes vraiment citoyens, nous sommes patriotes. Nous avons des talents, mais on n'a pas des gens talentueux, mais on a très peu de patriotes. Et cela, ça gêne, ça blesse. Suffisamment de talent, mais très peu de patriotes. Oui. À quoi cela est-il dû?
Le assez de patriotisme, ce talent. n'est pas ça qui a manqué. Si je me rappelle un peu les révolutionnaires, je ne sais pas si c'est de force qui avait cet élan de la part des Béninois qui progressivement, au fur et à mesure qu'on évolue, a disparu. Oui, le patriotisme, c'est vrai, l'attachement à sa patrie. Et il y a une certaine volonté de faire qui ne se concrétise pas. J'ai parlé tout à l'heure d'exemplarité et de discours. Le discours n'est que le reflet de la pensée. Sur Oui, ce que j'ai pensé, quand on voit c'est ça que je... Quand on voit les gens tenir de très bons discours, sur à quoi on assiste de plus en plus, mais dans l'effectivité des propos, c'est tout le contraire de ce qu'ils ont eu à tenir quelques heures plus tôt. Qui se passe? Ça s'explique comme ça? Mais si je dis que le discours n'est que le reflet de la pensée, de ce que j'ai pensé, c'est ça que je dis. Alors, je le dis, maintenant, il suffit, maintenant c'est la mise en œuvre. Je dis ce que j'ai pensé, mais il faut une certaine exemplarité. Il faut montrer qu'on est exemplaire, qu'on fait bien. Alors, si dans le discours, vous tenez un discours que vous ne respectez pas, je crois que là, ce n'est pas la peine de tenir le discours. Et c'est ça le grand problème du patriotisme qui se pose. Oui. J'allais dire que nous devons aller au-delà des discours. Parce que on a assez fait du discours. Il faut agir maintenant. Nos discours sont devenus des formules magiques, sont devenus des concepts dogmatiques, et nous devons aller au-delà du dogme. Il n'y a pas de magie pour transformer ce pays. On doit se mettre résolument au travail. Le président Soglo l'a dit. Hercule, pourquoi l'appelle-t-on Hercule? Il veut que le peuple se remette au travail. Maintenant que nous avons la chance de la rupture, qui est un mot beaucoup plus fort que le Eouzou, que le renouveau, la renaissance, c'est beaucoup plus fort. Et c'est positif. Nous ne devons pas transformer ça en formule, n'est-ce pas, incantatoire ou des incantations maléfiques contre la population, mais plutôt des incantations incitatives. Et c'est très important. Membres du gouvernement, société civile et tout cela, eh bien, nous devons prendre ça à bras le corps et dire rupture, vraiment, il faut rompre la chaîne, le cercle vicieux que je viens de décrire, et résolument nous mettre au travail et comprendre la vision du président Talon. C'est très important, parce que qui ne veut pas de telle vision, qui ne veut pas qu'on rompe, qui ne veut pas qu'on change véritablement, et enfin, pour que nous sortions de la léthargie, que nous sortions de la médiocrité. Moi, je vois, quand je circule, je vois, bien sûr, les pavés, les problèmes, etc., mais il y a de la richesse dans ce pays. Je vois des immeubles émerger, n'est-ce pas, des bas-fonds. Alors, il y a de l'argent. Et l'argent, c'est quoi? C'est la créativité, c'est l'initiative. Et avoir le courage d'innover. Des gens l'ont fait. Si une personne l'a fait, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Ce n'est pas les milliards qu'il faut pour innover. Quand vous avez de belles idées, ces idées peuvent se concrétiser, peuvent s'appuyer. Le Fonds monétaire, la Banque mondiale ne financent que des projets qui sont réalisables, des projets qui font la différence. Et c'est de ça qu'il s'agit, fondamentalement. Moi, je suis fier d'être béninois. Ça, heureux de l'entendre. Donc, poser des actes qui amènent à rompre avec tout ce passé qui n'a pas permis à ce Bénin de pouvoir apporter cette étincelle qui manque vers le développement inclusif. Vous avez l'impression qu'actuellement, on est déjà en train de rompre avec? Je crois que on a commencé, il y a un processus qui a commencé. On va voir là où ça va nous amener. Mais je crois que je souhaiterais que cela nous amène à un bon port. Et en 2014, je crois en décembre 2014, il y a eu le deuxième forum sur le secteur de l'éducation. Et c'est un forum qui avait été, bon, disons, dénommé Forum de la rupture. Rupture relativement au système éducatif. 2014. 2014. Je crois que c'était en décembre 2014. Je faisais partie de l'équipe qui a préparé donc ce forum-là. Et ce qui était fondamental, c'était sortir de la médiocrité. Il l'a dit tout à l'heure, l'importance était accordée à l'action.
l'importance était accordée à l'action. Bon, tout ce qui avait été dit jusqu'à la formation même des instituteurs, des formateurs, enfin des enseignants de façon générale, c'est des questions qui avaient été abordées lors du forum. Mais reste la mise en œuvre. D'abord déjà, les actes du forum ont mis plus d'1 an à sortir. Il y a quelque part une volonté, peut-être, bon, de mener une action phare. Maintenant, l'accompagner pour que cela puisse vraiment mener à bon port, cela manque. 1 an pour sortir les actes du forum. Et comment cela s'explique-t-il? Bon, c'est, disons, la léthargie dans laquelle bon, tout le monde se trouve. C'est surtout ça. C'est-à-dire, on n'a pas l'amour vraiment de la chose publique. Donc on revient encore au sens du patriotisme. Du patriotisme. Et ça fait problème. Mais n'est-ce pas l'État lui-même qui était commanditaire de ce forum-là, avec les acteurs du système éducatif? Oui, l'État était commanditaire, mais vous savez, chaque régime a ses caractéristiques. Je ne dis pas que c'est ça. Peut-être qu'on l'a fait, juste pour montrer qu'on mène de belles actions. Et je dis cela parce que tous les problèmes que les membres de l'équipe ont eu à préparer ce forum, je ne peux vraiment pas le dire. Alors, plus d'1 an de préparation. Alors enfin, les membres de l'équipe étaient partis pour une préparation assez rapide. C'est vrai, pas rapide de face en termes de liquider, non. Mais pour que le forum se tienne à un délai. Vous avez pris plus d'1 an à préparer. Plus d'1 an à préparer. Alors, vous payez quand même les séances de travail. Et puis après 1 an encore pour sortir le rapport. Et ensuite, on a eu cette saison de résultats qui ne dit pas son nom, qui vantait les mérites des apprenants. Et après, on s'est rendu compte que c'était pas très loin d'être nul, ce qu'on avait comme résultat. Et demain, on demande encore à aller avec d'autres réformes. Oui. Comment on va rompre avec ce mécanisme-là? Il faut changer le système. Il faut véritablement changer le système. Quel système? Le système... Parce que ce qu'on évalue, au fait, ce n'est pas... On dirait que c'est les cadres qui trichent avec eux-mêmes et qui trichent avec la nation. Pas qu'ils trichent, ils ont bien envie de faire. Mais ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire? Ils ne savent pas non, faire. vous n'avez pas dit ça. Oui, ils ne savent pas. Ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire. Ils sont très intelligents. Il suffit de leur montrer ce que les autres ont fait et qui a réussi et comment ça a été fait pour qu'ils prennent le pli. C'est réel. Vous voyez, on va de forum en forum. Qu'est-ce qui nous amène au forum? Ça ne va pas. Nous constatons que ça ne va pas. Alors on en parle dans la rue et puis les parents, il y a la grogne, etc. On dit il faut un forum pour savoir, faire le diagnostic, etc. Bon, comment est-ce que le diagnostic se fait? Les symptômes, l'atout. Il faut systématiser la formation, l'éducation, l'évaluation. Lorsqu'au niveau de chaque école, par exemple, on a un tableau de tout ce qui enseigne, quels sont leurs niveaux, du point de vue donc de leur diplôme, qu'est-ce qu'ils sont capables d'enseigner, et qu'au bout de chaque trimestre, par exemple, nous évaluons, on s'est fixé un objectif, au bout de chaque trimestre, nous devons voir si nous avons atteint l'objectif qu'on s'est fixé pour le trimestre. Et le second, et le troisième. C'est une évaluation, n'est-ce pas, qui doit être continue. Le problème d'évaluation continue est réel et depuis les années 60. Et je prends le cas du bac. Le bac, par exemple, c'est les résultats du travail fourni au bout de 3-4 jours. C'est sur cette base que nous décidons que quelqu'un peut aller à l'université ou pas. Ça, ce n'est pas juste. Comme je le dirais, c'est pas fait pour les enfants. C'est pas fait pour les parents qui ont payé des centaines de mille. Un enfant peut échouer au baccalauréat simplement par la peur, à cause d'une grippe. Alors que toute l'année, cet enfant a été brillant. Moi, j'ai connu des gens qui ont été premiers de leur classe, qui ont échoué aux examens.
Mais les examens ne peuvent pas être les seuls éléments déterminants de la réussite. Joël Yetonji, vous n'êtes pas journaliste du jour au lendemain. Ce n'est pas en 3 jours qu'on a décidé que vous pouvez travailler ici. C'est le cumul de vos aptitudes. Et vous avez fait des expériences. C'est ça qui est important. Il y a des gens qui se mettent à condamner les programmes. Moi, je trouve ça ahurissant de condamner le programme, qu'il est mal appliqué, qu'il est... Non, moi je pense que c'est la qualité de travail que nous faisons et nous ne nous évaluons pas nous-mêmes, nous n'évaluons pas ce que nous faisons parce que nous n'avons pas d'objectif en fait. Tout simplement, ce qu'on veut, c'est réussir ou échouer. Combien vont réussir, combien vont échouer. Et ça fait problème. Nous parlons du respect des normes et principes. Oui, M. Chirac, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je voudrais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le forum et que vous avez... Enfin, que vous avez commenté. Et je crois par rapport, c'est vrai qu'on a travaillé pendant plus d'1 an, mais on n'a pas été payé tel qu'on devait l'être. Et bon, c'était le ministre d'État qui avait... Oui, c'est des détails. On va évoluer, mais la question du respect des principes et des règles pour avoir des résultats probants et qui manquent, ça se pose presque à tous les niveaux. Ce n'est pas qu'au niveau du système éducatif. Oui. Comme un mal généralisé que personne n'arrive à régler finalement. Oui, ça là c'est vrai. D'abord, il faut reconnaître que le respect de la parole ou bien des normes, telles que vous venez de le dire, est une obligation morale. Est une obligation morale, issue même du droit canon. Et cette obligation est telle que, c'est-à-dire, la parole donnée doit être respectée sous peine de commettre un péché. Mais on s'en fout pas mal de ce péché-là. De ce péché-là, on donne la parole, mais on ne respecte pas. Cela fait problème. Cela fait problème parce que on s'engage pour quelque chose. Et l'engagement tient de l'autonomie de la volonté, développée même d'ailleurs par Kant, et qui, disons, fait référence au principe de consensualisme, au principe de la liberté de la volonté. Je crois que si je veux... C'est la volonté qu'il faut alors fouetter. Et comment fouetter la volonté? On fait passer des élèves, quand on reste éventuellement, si vous voulez, au niveau du secteur de l'éducation, on fait passer en classe supérieure des enfants dont on sait, n'ayant pas la compétence, l'aptitude pour, peut-être pour des pécatilles, mais on le fait quand même, pour ensuite se rendre compte qu'on a des échecs massifs. Le problème d'évaluation, je crois, il a dit, c'est fondamental. On n'évalue pas ce qu'on doit évaluer, on n'évalue pas avec les normes qu'il faut, et l'enseignant même ne s'évalue pas, l'institution scolaire également ne s'évalue pas. Et si ces différentes évaluations se font, je crois qu'on n'aurait pas les résultats qu'on a. Et ces résultats, c'est-à-dire ce sont au niveau du système scolaire, c'est ceux-là, aujourd'hui conformes, qui deviennent les gestionnaires donc, de la société de demain. Et ça fait problème. L'évaluation doit être permanente et disons pas période régulière, hein, pour se remettre en cause davantage. Est-ce que finalement, nous n'allons pas, on continue pas à faire un peu du surplace, parce que ce problème tel posé est vu sous cet angle au niveau du système éducatif, quand on l'élargit au niveau de l'administration publique, c'est presque la même chose. Et nous parlons simplement de volonté. Elle viendra comment? Joël, tu poses de très bonnes questions, très intelligentes. Le problème n'est pas qu'au niveau de l'éducation. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Bloom. Sa spécialité, c'est dans l'éducation. Mais au fait, l'éducation ne s'arrête pas à l'école, à l'université, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est dans les bureaux, c'est dans le gouvernement, c'est à tous les niveaux, c'est à l'Assemblée. Il a conçu ce qu'on appelle une taxonomie qui a au bas de l'échelle la connaissance. Est-ce que tous les acteurs ont la connaissance? Si la réponse est oui, la connaissance là ne suffit pas. Vous connaissez la vision du président Baptiste Talon? Je la connais. Ça ne suffit pas. Il dit qu'il faut aller au-delà de la connaissance, il faut la compréhension. Il faut comprendre. Il faut comprendre cette vision-là.
et de la compréhension. Parce que vous pouvez connaître sans comprendre, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas comprendre sans connaître. Alors c'est comme une taxonomie qui a des étapes échafaudées. De la connaissance, on va à la compréhension. De la compréhension, il dit, il faut pouvoir analyser ce que vous avez compris là. Il faut pouvoir analyser. Et analyser, c'est mettre en petits morceaux. Et puis après, il faut pouvoir faire la synthèse. Il faut évaluer. Et maintenant, au sommet, il faut innover. Qu'est-ce que nous faisons de nouveau? Si chaque gouvernement passe, il n'y a rien de nouveau. Et quand nous disons nouveau, c'est-à-dire de positif. Il ne faut pas faire un pas en avant et deux pas en arrière. Cette taxonomie de Bloom, j'ai partagé une copie aux collègues avec qui j'ai travaillé. Nous étions chargés d'animer une séance pédagogique avec les professeurs, les collègues de l'ENAM sur le campus d'Abomey-Calavi. Ils en étaient très heureux. Ils étaient vraiment fiers. Ils ont énuméré leurs problèmes. Ils sont immenses. Mais je leur ai dit que les 3/4 de ces problèmes, ils peuvent les résoudre eux-mêmes. Professeur Désiré Baloubi, alors quand d'aucuns appellent au retour à l'éthique pour pouvoir aider à sortir de l'ornière qui est de plus en plus profonde, vous pensez que ça reste une formule, une démarche plausible? Le retour à l'éthique, oui. C'est réel. Mais ça commence par chaque individu. Individuellement. Lorsque nous parlons de l'éthique, de la morale, de la conscience, il y a des gens qui le sortent par réflexe. Ils n'en sont pas conscients ou puis ils ne sont pas sincères. Et pour le Bénin, vu le niveau où ça a atteint, je ne parle pas de déliquescence pour parler comme l'autre, mais on pourra faire vraiment quelque chose? Nous devons. Nous avons l'obligation. Souvenez-vous ce que Nyerere a dit. Il a dit là où les autres, et quand il disait les autres, il pensait aux Blancs. Il dit là où les autres marchent, nous autres Africains, pouvons aussi le faire. Nous devons courir. Je crois qu'au Bénin, nous devons courir. Au Bénin, nous devons courir. Docteur Syriac Arodécon, ça va être votre mot de fin et on va clôturer cette émission. Oui, courir, c'est vrai, mais courir dans quel sens? Courir pour aller où? Donc on poursuit la réflexion. C'est fondamental de poursuivre l'éthique. Vous avez évoqué tout à l'heure le plan de l'éthique. L'éthique fait référence à la morale, mais l'éthique de plus en plus est sectorielle. Morale dans tel domaine, morale liée à tel domaine, etc. Je crois qu'il faut vraiment de l'éthique dans tout ce que nous faisons. Et voilà. Merci beaucoup à vous, oui, professeur Baloubi, très rapidement pour clôturer. Qui trop embrasse mal étreint, dit-on, courir pour aller où? Courir pour connaître la vision du président Talon, son projet de société, comprendre ce projet de société, se mettre à l'œuvre et accomplir ne serait-ce que minimum, ne serait-ce que le quart de ce qu'il a promis, ou ce qu'il propose, j'allais dire. En 5 ans, nous pouvons nous dire, on a fait 5 pas et qu'on n'en fera plus un seul en arrière. Je crois qu'on sera dans la trajectoire. Encore faudrait-il qu'on se dessine cette boussole, qu'on se fabrique cette boussole, pour qu'on sache effectivement, comme mon collègue l'a dit, où est-ce que nous allons, même si on doit courir ou voler. Désiré Baloubi, Syriac Arodécon, merci d'avoir été les nôtres pour l'enrichissement de ce débat sur un thème qui, pour beaucoup, est très abstrait, mais il le fallait, la question de l'éthique, du respect des normes, 100% bénin. Le numéro du jour, nous le clôturons sur cette pensée d'Aristote, l'un des penseurs les plus influents que le monde ait connu. Je cite, « Il est toujours bon que l'homme, il est toujours bon pour l'homme, voilà, d'être tenu en bride et de ne pouvoir se livrer à tous ses caprices. Autrement, salut les dégâts. » Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention. À demain pour un autre numéro.